Alors bienvenue et bonsoir pour ce Paris Game Week, pour le premier soir, pour l'ouverture qui est destinée avant tout à la presse, ce qui nous permet de déambuler assez facilement ici, puisqu'à partir de demain ça va être tout bonnement l'enfer. Alors ici nous sommes sur le stand PlayStation, où vous pouvez découvrir les dernières nouveautés, avec par exemple Infinity, Batman 3 via Lego, Lego qui encore nous fait une adaptation d'un grand best-seller avec ses petites figurines. Et vous pouvez aussi découvrir d'autres nouveautés pour la PS4 comme encore pour la PS3 qui continue à vendre un peu. Alors, dans cette jungle du jeu vidéo moderne, où tout est à coup de gros processeurs, avec des graphismes toujours plus étudiés, avec même des scénarios hollywoodiens pour les jeux vidéo, il y a quelque chose qu'on aime bien dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle le rétro gaming, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà, cette vieille borne d'arcade, comme on dit, ce qui a hanté les cafés dans les années 80 à côté des flippers et ce qui, faut dire, nous éclatait quand même et continue à nous éclater. Il faut savoir qu'il y a une vraie demande concernant le rétro gaming de nos jours. Une vraie demande je me reprends, monsieur m'a interrompu, une vraie demande concernant le rétro gaming qui est vraiment réclamée de plus en plus par des joueurs qui sont vraiment nostalgiques de cette époque. Et vous pouvez voir là, rien qu'en face, la mythique Pong. Alors là, on est vraiment au balbutiement du jeu vidéo. Là, vous êtes vraiment sur la console de base. Vous vous rappelez la petite balle carrée avec les deux barres. Vous pouviez faire du tennis, du squash et même du football. Enfin, on était vraiment sur quelque chose de très très poussé, hein, attention. Le jeu Pac-Man que tout le monde, je pense, a déjà vu dans sa vie. Ce fameux petit jeu du petit personnage jaune qu'on voit en bas de l'écran qui doit bouffer les petits points sans... Oh là là, regardez, je me fais poursuivre. Sans se faire bouffer par les autres. Alors attention, je vais me faire bouffer. Et hop! Eh ben non, miracle, j'ai réussi le niveau. Voilà, je me suis pas fait bouffer sur ce niveau-là. Voilà, donc on reprend. Donc voilà, Pac-Man, ce jeu créé un des tout premiers jeux vidéo, une de toutes premières franchises qui a cartonné. Au Japon, le succès était tel que les pièces, si je me souviens bien, de 50 yens étaient en rupture de stock parce que les bornes d'arcade recevaient beaucoup de ces jeux-là. Les hommes d'affaires allaient y jouer pendant leur pause déjeuner, les lycéens après les cours. Voilà, ce jeu a vraiment été une institution. Et pour la petite histoire, vous savez si vous voulez savoir comment ce jeu a été créé, en fait, le petit personnage de Pac-Man est tout simplement une pizza à laquelle il manque une part. C'est-à-dire que le personnage de Pac-Man avec son petit bec, c'est la part de pizza manquante. Voilà. Allez, on va refaire une partie quand même. On va pas rester sur une défaite. Allez, c'est reparti là. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là, je suis en mode démo là. Ah, game over. Ah. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, le jeu Pac-Man, comme Space Invaders, tout ce qu'on avait dans les bornes d'arcade au début des années 80. Ce qui côtoyait les flippers, les baby-foot dans nos bistrots. Hop là! Voilà, je mange. Hop. Voilà, vous voyez comment graphiquement le jeu est magnifique et très poussé. Hein. On est sur quelque chose, on est sur de la 3D, voilà, assez poussé. Hein, là. Donc vous voyez, la petite manette. Et voilà, alors là j'étais pris en tenaille là. Et vous voyez, hein, c'était simple le jeu vidéo avant. Avant, on avait une manette et on avait deux boutons. Bon, là, le troisième, c'est le bouton start. Mais voilà, on avait ça et ça. Maintenant, on a des manettes avec 15 000 boutons sur le haut, sur le côté et tout. Donc ça fait du bien de voir ces bonnes vieilles machines qui font toujours plaisir à voir, j'ai envie de dire. Alors, nous avons Assaut. Ah bah oui, Assaut, tout le monde connaît ça. Les Space Invaders. Space Invader, où vous devez tirer sur les petits vaisseaux spatiaux qui arrivent droit sur vous. Voilà, Roadrunner, oh là là, avec Bip Bip le coyote. Donc voilà, vous mettiez une pièce, boum, et c'était parti. Oh, attention, on est encore dans le rétro gaming, là, regardez ce qu'on voit juste en face. Alors là, ça mérite qu'on s'y arrête, parce que combien de personnes ont dû s'attarder sur ce jeu, à savoir GoldenEye 64. Ah là là, les parties endiablées à 4. Voilà, le bon vieux GoldenEye. Oh là là, bah justement, regardez. On est en plein dedans. Oh là là. Oh, les graphismes étaient vilains, mais qu'est-ce qu'on s'y amusait quand même. On s'y amusait, c'était très bien adapté du film sorti à l'époque, en 95.
Voilà, donc vous avez vraiment tout, hein. Vous avez la PlayStation, et ce que j'apprécie, petit détail qui tue, on a la PlayStation avec l'écran de l'époque. C'est même pas un écran plat, quoi. On a vraiment le tube cathodique avec la PS1, voilà, qui a lancé la grande aventure de Sony, c'était en 96. Mine de rien, hein, ça nous rajeunit pas, presque 20 ans. Donc voilà, regardez, vous pouvez constater des gens qui sont complètement plongés là-dedans, une vraie demande, quelque chose de puissant. Voilà, on continue notre petit tour du rétro gaming. Vous avez la Dreamcast. Voilà, Dreamcast, ouais. Qui a eu son petit succès, mais qui n'a pas eu vraiment le succès aussi escompté que prévu. Voilà, la PlayStation 2 avec le mythique Tomb Raider avec Lara Croft. Voilà, on se demande si c'est les formes ou si c'est le jeu qui intéresse. Mais voilà, oh j'ai fait un de ces plans là. Regarde, j'ai eu en pleine tête. Hop. Voilà, sinon la Game Boy Advance SP, bah évidemment, qui a remplacé la Game Boy comme on a connu, toute moche, celle qui était grise avec des boutons violets. Bonsoir, donc Philippe Dubois, président de l'association mo5.com. Voilà. Donc l'association MO5 est une association qui en fait s'occupe de faire un peu vivre tout ce qui est le rétro gaming. C'est cela, voilà, c'est la préservation en fait de tout ce qui est la culture du numérique, hein, l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de l'informatique, ce qu'on appelle également communément le rétro gaming, donc c'est le nom officiel du stand ici au Paris Games Week. Donc nous représentons en termes également de légitimité finalement la revalorisation du patrimoine numérique, tout ce qui est dédié à l'histoire du jeu vidéo et de l'informatique. Voilà. Parce qu'il semble que depuis quelques années, il y a une vraie résurgence de l'intérêt qu'on a pour ces jeux vidéo qui sont certes d'une autre époque, mais qui ont toujours leur succès. Donc il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, alors c'est lié finalement simplement à une vraie reconnaissance de la culture du jeu vidéo. C'est ça qui est intéressant, le jeu vidéo a un peu plus de 40 ans maintenant, il a énormément évolué, c'est le dernier média finalement créé, j'ai envie de dire, par l'humanité. C'est potentiellement un nouvel art à part entière, potentiellement le 10e. Donc il y a énormément de prise de conscience justement avec les 40 ans derrière nous par rapport au premier jeu vidéo comme E.T. derrière nous en 1982 quand même, de cette prise de conscience comme quoi le jeu vidéo nous accompagne depuis près de 40 ans et donc fait partie intégrante de notre culture. Et finalement, nous, c'est ce que nous voulons valoriser sur nos espaces, comme ici au Paris Games Week ou beaucoup d'autres salons, ou des grandes expositions comme Game Story au Grand Palais, ou Histoire du jeu vidéo au Québec, hein, à l'international, sur lesquels nous mettons en œuvre ces matériels historiques, ces jeux vidéo anciens, avec, comme on peut le voir ici, des posters qui représentent par rapport à un autre art, le 7e, qui est bien beaucoup mieux connu évidemment que le cinéma, finalement des sources d'inspiration possibles du jeu vidéo. Et derrière, par exemple, si on prend le Tomb Raider qui est derrière nous, bah, finalement le jeu vidéo qui lui au contraire va inspirer le cinéma ou le contraire, enfin finalement tout se mélange dans notre société moderne. Donc c'est tout ce que nous voulons représenter sur des espaces ici ouverts au grand public par rapport à cette histoire, à ce patrimoine du jeu vidéo. D'accord. Et dans toutes les personnes qui peuvent passer, qui peuvent s'intéresser à ce rétro gaming, est-ce qu'on est sur une moyenne d'âge plutôt de gens qui ont connu ça étant jeunes ou ça peut aller sur des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo actuels ? Bah, c'est en soi également porté par la qualité, une des qualités du jeu vidéo qui est totalement transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a également, pas aussi bien des personnes qui ont 50 ans qui jouent aux jeux vidéo que des jeunes de 6, 4, 5 ans évidemment. Et en fait, tout le monde joue aux jeux vidéo. Il faut savoir que les chiffres officiels du CEL, je crois que dernièrement, sont de 55% de Français qui jouent aux jeux vidéo. Vous imaginez, ça fait 35 ou 37 millions de gens qui jouent aux jeux vidéo quasiment tous les jours, sur les smartphones, sur les consoles, sur les ordinateurs, et de tout âge. Et c'est merveilleux. Et le jeu vidéo, une autre de ses qualités, c'est de traiter de tout sujet. On va traiter dans le jeu vidéo finalement des liens sociaux au sein de la famille. On va traiter évidemment de la violence, la fameuse sacro-sainte violence que l'on dénigre évidemment dans le jeu vidéo régulièrement. On va parler des métiers, on va parler des Farm Simulator, de SimCity, de plein de jeux qui mettent finalement en exergue, j'ai envie de dire, toutes les qualités générées par notre humanité, par notre société. Et ce qui en soi d'ailleurs crée justement, fait en sorte que le jeu vidéo soit vraiment synonyme de notre culture et fasse partie intégrante de notre culture. Très bien, je vous remercie. Nous voici maintenant devant un stand qui me tient quand même particulièrement à cœur parce qu'on est au Paris Game Week. C'est vraiment le rendez-vous un peu international du jeu vidéo. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en France et nous avons un stand très très bien qui se
prête tout à fait au lieu, qui est le stand des jeux Made in France. Il faut savoir que la France est quand même une belle terre de jeux vidéo avec pas mal de créations. Et nous allons voir tout de suite ce que nous pouvons découvrir dès cette année sur nos jeux. Eh bien, bonjour, Frédéric Pedro, présentateur de Palm Studio, studio qui est basé à Angoulême. Et on vient d'annoncer aujourd'hui en exclusivité sur la Paris Games Week la sortie de Origami Challenge sur iPhone, sur iPad, sur Android et dans les prochaines semaines sur Steam. On fait ce jeu avec notamment l'éditeur 505. D'accord, alors présentez-nous un petit peu ce jeu, Origami Challenge. Alors Origami Challenge, c'est un jeu justement d'origami dans lequel vous avez une succession de niveaux dans lequel vous allez faire des pliages. Vous avez une énigme à résoudre et petit à petit finalement vous allez apprendre de manière fun les bases de l'origami. Donc chaque niveau vous apprend quelques pliages et à la fin vous apprenez à faire des origamis gigantesques d'animaux ou autres de manière... on a rendu l'origami simple et fun. C'était vraiment l'objectif. D'accord, donc il y a un double intérêt dans votre application, c'est que d'un côté on peut s'amuser, donc se faire tous les niveaux de pliage dans tous les sens et tout, et d'un autre côté on apprend. Donc ça permet d'avoir une application dans le réel, c'est-à-dire avec sa feuille de papier perso. Exactement, on voulait faire une sorte de Candy Crush intelligent. Donc finalement, après avoir fait quelques niveaux, on a la possibilité d'avoir appris quelque chose et parfois on peut être étonné. Ah, pour faire cet animal, il n'y avait que quelques étapes et maintenant je les connais, je les maîtrise et c'est amusant. Ouais. D'accord, très bien, mais comment vous avez venu cette idée de faire un jeu sur l'origami ? Alors on voulait faire en fait, on faisait des jeux qui étaient très conceptuels. On a gagné beaucoup de prix cette année, notamment pour nos jeux indies. On a gagné le Grand Prix de la Casual Connect à Amsterdam. On était 5e à Berlin, European Game Group, avec le jeu Dandelion. Et c'était des jeux très indie. On voulait un jeu qui parle aux gens et qui leur apprenne quelque chose. Et finalement, à Angoulême, il y a le musée du papier. Et il y avait une exposition d'origami et c'est parti de là. Et finalement, le prototype a aussi gagné le premier prix de la Casual Connect à Singapour. C'est le plus grand événement professionnel des jeux casual. Et aujourd'hui, il est là au grand public dans une version terminée. Voilà, donc ça fait plaisir de voir de la création française là, qui s'exprime ce soir au Paris Game Week. Donc rappelez-nous la date de lancement. Alors le jeu est déjà disponible sur iPhone, sur iPad, la semaine prochaine sur Android et dans les prochaines semaines sur Steam. Et comment est le démarrage pour l'instant ? On a eu plus de 120 000 joueurs puisque Apple l'a mis en avant essentiellement en France, l'a fortement mis en avant et on s'attend à plusieurs mises en avant, notamment d'autres constructeurs. Oui, un peu comme le créateur de 2048, vous voulez sortir un peu des frontières. Exactement, le jeu sera disponible en 15 langues d'ici la semaine prochaine. Intuitif, intelligent, dans l'air du temps, Origami Challenge est la belle surprise française de ce Paris Game Week. Vous n'aurez plus l'impression de perdre du temps dans les transports, vos neurones et votre dextérité seront mis à l'épreuve. Sa simplicité d'exécution vous ravira et vous n'aurez plus qu'une envie, y rejouer encore et toujours. Autre effet secondaire, votre consommation de papier, à dessin bien sûr, risque d'exploser. Vos soirées vont se transformer en ateliers à essayer de refaire vos origamis virtuels à vos ramettes. On continue notre tour de France du jeu vidéo avec monsieur. Donc Alexandre et je représente le studio Ikari 7. Voilà, alors très bien. Donc vous avez développé deux jeux qui sont présentés ici. Donc allez-y. On va commencer par lequel ? Color Race ? Color Race. Alors allez-y, on vous écoute. C'est un vaisseau, on peut le déplacer uniquement sur 3 rails. Le vaisseau va changer de couleur et il va falloir récupérer des orbes de couleur, donc de la bonne couleur, et éviter les orbes de la couleur différente du vaisseau. D'accord, donc sur la même partie, le vaisseau change de couleur régulièrement. Il va traverser des portails de couleurs qui vont donner la couleur au vaisseau. Après, il chope les orbes. Voilà, et après, il faut choper les bonnes orbes. Sachant que tout est synchronisé à de la musique, donc la musique est importante. Donc on n'est pas sur un Guitar Hero, mais la musique est très importante parce qu'à grande vitesse, ça nous permet de garder le rythme dans le jeu et de rester bien concentré et d'avoir les bons réflexes en fait pour scorer un maximum, quoi. Ah oui, donc il y a un petit peu de Guitar Hero là-dedans, quoi. Le petit côté. Guitar Hero. De toute façon, par les couleurs, par le principe de rail, on peut s'en rapprocher, mais on n'est pas sur du kick en fonction du rythme.
Donc on est vraiment sur récupérer des boules de couleur. Ce qui est très rigolo avec ce jeu, c'est l'ustensile. Une espèce de pyramide avec deux demi-cercles, enfin demi-dômes sur le côté. Et monsieur va nous faire une démonstration pour nous expliquer comment cela fonctionne. Donc là on va passer un portail rouge. Là on nous dit le vaisseau va se colorer en rouge. Je vais récupérer une boule rouge. Et donc là on est à la vitesse de base. Là on est dans le tutoriel, donc on va principe. Donc là je suis bleu, on me dit d'éviter forcément une boule bleue. Et là on va commencer le jeu. Donc là je suis rouge, je vais récupérer les boules rouges et éviter. Et j'imagine qu'il y a de plus en plus de couleurs. Voilà, Alors, on reste sur 3 couleurs, mais par contre, la vitesse va vraiment s'augmenter. Donc, ça va. Voilà. Donc là, un ordre d'idée, là, je fais un score de 9. Il y a eu des bons joueurs qui ont fait au-dessus de 200. Et donc, au-dessus de 200, voilà, on n'a pas le temps de cligner des yeux, c'est assez rapide. Donc, on a des éléments qui vont arriver aussi, c'est-à-dire qu'on va passer sur 2 rails uniquement. Donc il va falloir se débrouiller, se déplacer sur 2 rails. Ouais, la difficulté augmente au fur et à mesure. Donc, d'où l'intérêt de boutons assez solides pour... Oui, j'imagine, les boutons assez solides. C'est vrai que le pad, au final, est plutôt utile parce que quand on est lancé à pleine vitesse, et là on est en stress, là, il faut appuyer sur tout le truc, c'est vrai qu'il faut mieux un truc solide. Parce que, mais d'ailleurs, sur smartphone, ça... il y en a, ils risquent de se déchaîner. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'est typiquement le genre de jeu qui peut être addictif. Hein. On veut toujours aller plus loin, plus vite, et voilà. Nous allons passer au deuxième jeu maintenant. Alors, autre création, celle-là un peu plus élaborée, hein. C'est-à-dire on n'est plus sur le fond noir avec des traits. Là, on est sur du jeu vidéo plus classique. Voilà, je vous laisse le présenter. Alors là, c'est Inokoni, donc c'est un jeu de plateforme réflexion. L'histoire, c'est une petite fille qui s'appelle Inokoni, qui s'est retrouvée prise au piège dans une tour qui est composée de plusieurs salles. Et dans cette tour-là, il y a un élément qui va être l'élément de gameplay principal du jeu, qui est un miroir magique. Et donc le principe du jeu, c'est forcément de sortir et de s'échapper de la tour, en sortant de chaque salle, en utilisant l'effet magique de ce miroir, qui est d'inverser le niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va appuyer sur le bouton qui va donner l'effet miroir, on va voir le niveau comme si on le regardait dans un miroir. Et ça va nous donner, en fait, on va utiliser cette technique-là pour sortir de chaque pièce et puis sortir au final, finir le jeu en sortant de la tour. D'accord, donc c'est grâce en fait à l'effet miroir à chaque fois qu'on peut trouver les indices qui nous permettent de sortir de chaque niveau et ainsi évoluer. Voilà, donc en fait l'effet miroir, on pourrait comparer ça de manière, en rapprochant ça d'un système de portail. Sauf que là, le portail ne se déplace pas, c'est le niveau qui va se déplacer. Donc là, on peut le voir, donc, elle se positionne dans le miroir, ça la permet de se téléporter à un autre endroit. Sachant que dans ce jeu-là, on va pouvoir aussi utiliser les ennemis pour pouvoir sortir d'une pièce. C'est-à-dire, il y aura des socles, il y a des clés à récupérer, mais on va pouvoir utiliser des ennemis, donc les chevaliers, qui, par exemple, qui vont pouvoir activer un socle, qui vont pouvoir pousser un bloc pour passer des plateformes. Donc voilà, on est sur ce principe-là. Ah oui, donc c'est un jeu de réflexion où il faut se servir des éléments du décor. Exactement, c'est du puzzle plateforme. Donc on a un défi sur la partie plateforme, parce que ça demande quand même assez de skills sur la partie plateforme. Mais il y a une grosse partie qui est basée sur la réflexion. Donc, comment vous avez vu cette idée de miroir, c'est-à-dire comme ça En fait, ça fait un moment qu'on avait travaillé sur les premiers prototypes. Cette idée, elle est arrivée sur le papier au début. Donc on l'a d'abord vérifié sur un prototype. Et au final, ça nous a donné énormément d'idées sur le level design. Donc c'est ça qui nous a fait qu'on s'est dit, là ça vaut le coup. On aurait pu faire beaucoup plus de 60 niveaux. On en a sélectionné 60 pour vraiment qui ont de l'intérêt. Et puis surtout, la difficulté monte très rapidement. J'imagine, oui, comme l'autre jeu. Voilà. Donc on va pouvoir passer à une petite démonstration du jeu. Voir comment Inokoni se sort. Voilà. On va voir comment Inokoni se sort du piège. Voilà, on sélectionne son niveau. Là, on va avoir Inokoni, donc c'est un jeu de plateforme. On a le gauche-droite, le saut, très classique. Et on a donc ce fameux bouton miroir. Et à chaque fois que j'appuie dessus, j'inverse le niveau. Sauf qu'on remarque que le miroir ne bouge pas. Donc l'idée, c'est de se positionner dans le miroir, de switcher
et après de pouvoir sortir de la salle. Mais juste une petite question. Est-ce que c'est possible que dans certains niveaux, il n'y ait pas spécialement besoin d'activer le miroir pour en sortir? C'est-à-dire un petit piège? L'intérêt, c'est vraiment d'utiliser le miroir. Constamment. D'accord. Voilà, constamment. Il y a pas un Sachant truc où qu'il y a des niveaux où on va avoir plusieurs miroirs. Donc là, ça va vraiment se complexifier. En activer un et pas d'autre. Disons que les miroirs vont s'activer tous en même temps, donc il faudra faire attention s'il n'y a pas des ennemis dans certains miroirs qui pourraient se retrouver de notre côté et à ce moment-là nous tuer. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie de réflexion par rapport sur des niveaux un peu plus hauts. Donc on va dire que les 10 premiers niveaux sont accessibles, ce qui nous permet de lancer, mais on peut voir que tout de suite dans des mondes un petit peu plus avancés. Voilà, donc là on va avoir des petits leviers qui vont déplacer un miroir. Donc là je vais changer, je vais pouvoir téléporter un chevalier. Hop, voilà, là je viens de le faire passer de l'autre côté, mais il va me déplacer un bloc. Il va sûrement me déplacer après l'autre bloc dans l'autre sens. Donc voilà, l'intérêt c'est de jouer, de manipuler le niveau, mais aussi d'utiliser les ennemis pour manipuler le niveau. Donc voilà, donc là l'objectif ça va être de sortir. Donc c'est des niveaux qui ne se font pas en 2 minutes, ça c'est sûr, parce qu'il y a une grosse phase de réflexion. Et en général, une fois qu'on a bien réfléchi et trouvé sa stratégie pour résoudre l'énigme, il y aura une partie purement plateforme, où là ça va demander du réflexe et de la précision dans le déplacement du personnage. Donc c'est vraiment le mélange plateforme c'est bien ça, réflexion. oui. J'ai un petit côté plateforme. Tout le monde peut s'y retrouver, quoi. C'est quelque chose qui est assez complet. Donc voilà. Avis aux nostalgiques des premiers épisodes de Halo, depuis le 14 novembre, retrouvez les 4 précédentes éditions de la série avec un multijoueur et cerise sur le gâteau, une version bêta exclusive de Halo 5 Guardian. Timothy Peutren, représentant Xbox, nous présente les nouveautés. Alors bonjour, le nouvel Halo s'appelle Halo The Master Chief Collection. Alors c'est une compilation des 4 Halo qui mettent en scène le Master Chief, qui est la figure emblématique de la saga. Et donc on a Halo 1, Halo 2, Halo 3 et Halo 4 qui sont passés en 60 fps 1080p pour tourner sur la Xbox One. Tout ça constant, super fluide. Et nous avons l'intégralité des multi et des campagnes de ces 4 jeux, avec toutes les maps, y compris celles qui étaient exclusives PC par le passé. Et tout ça pour 60 € et ça sort le 14 novembre. En gros, c'est une super compilation de tous les Halo, avec quelques nouveautés peut-être? Alors oui, il y a 2 nouveautés majeures. Alors nous allons avoir les cinématiques de Halo 2 qui vont être refaites avec des vraies images de synthèse, comme l'a pu l'être pour Halo Wars et pour Halo 4. Et c'est un studio Blur qui s'appelle, et c'est un studio qui est un des meilleurs dans le domaine. Et il tient largement la comparaison avec des studios comme Square Enix ou des choses comme ça. Et nous avons donc ces cinématiques-là qui sont refaites, et Halo 2 Anniversary. Donc outre le fait que ce soit une compilation des 4 jeux Halo, c'est aussi une remasterisation des graphismes de Halo 2 pour les 10 ans, pour fêter l'anniversaire des 10 ans de ce jeu. Et de ce fait, tous les graphismes ont été revus pour être agréables sur une Xbox One. Et quel était vraiment l'intérêt de regrouper tous ces Halo en fait dans un seul et même jeu en fait? Alors le véritable intérêt qui a été fait, Microsoft a réfléchi à ça surtout, c'était amener les gens, célébrer la licence, amener les gens qui étaient fans à l'époque, qui ont un peu lâché, et là maintenant ils se retrouvent à acheter une Xbox One et ils ont l'intégralité des 4 jeux qui mettent en scène le Master Chief, et du coup ils peuvent rattraper le wagon en marche pour Halo 5 qui arrivera l'année prochaine. Très bien, je vous remercie. We're going in. Get tactical, Marines! Nous sommes actuellement devant la file d'attente pour rentrer tester le nouvel Assassin's Creed, et il y a quand même une sacrée attente, comme vous pouvez le remarquer.
Il y a quand même un max de monde. Et nous sommes avec un joueur qui est venu essayer. Ça fait combien de temps que vous attendez? Alors moi ça fait en fait globalement 3 mois en fait que j'attends le jeu. J'ai suivi la sortie et là en fait c'est vraiment le moment où je vais me rendre compte en fait de ce qu'ils ont prévu, de ce qu'ils nous ont promis aussi. Voilà, des changements par rapport à Black Flag qui est sorti juste avant, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette nouveauté, de ce nouvel Assassin's Creed? Alors moi j'attends en fait du multijoueur, c'est-à-dire un changement au niveau du multijoueur qui sera plus collectif, où on aura des missions à faire ensemble, où il y aura vraiment un intérêt à jouer en multijoueur. J'attends aussi la map, le développement des graphiques qui devrait être mieux normalement. Et j'attends surtout en fait au niveau de la foule et des interactions avec ce qui nous entoure, qui devrait être déterminant en fait dans les missions, suivant en fait si on est repéré ou pas, si on peut s'infiltrer ou pas. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'il y aura de nouveau en fait dans ce Unity du coup. Et le thème de la Révolution française vous intéresse dans ce nouvel opus? Alors le thème de la Révolution française, ouais c'est bien parce que à chaque fois c'était un thème en fait où il y a eu vraiment où il y avait une période de chaos en fait où c'était facile d'inclure un personnage, un nouveau personnage du coup dans un événement, les pirates ou la révolution, l'indépendance américaine. Là c'est la Révolution française. Bon c'est aussi simple, il y a de quoi faire, ils peuvent vraiment imaginer tout ce qui est mission principale, scénario, personnage secondaire, enfin il y a plein de trucs à faire, c'est vraiment un thème intéressant, voilà. La Révolution. Super, merci. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. Alors nous sommes avec l'attaché de presse d'Ubisoft qui va nous présenter le nouvel Assassin's Creed. Bonjour. Et bienvenue. En fait, sur le salon, on présente une exclusivité mondiale qui est la possibilité de jouer pour le public pour la première fois à Assassin's Creed sur la Paris Games Week. Et c'est la première fois mondialement qu'on montre le jeu et qu'on le donne accessible, qu'on le rend accessible au public avant la sortie du jeu. Et pour quel motif vous l'avez fait cette fois-ci? Tout simplement, c'est le salon qui intervient le plus tard, en fait, avant la sortie du jeu. Et donc, comme il est prêt, pratiquement, on s'est dit qu'on avait la possibilité de le donner à tester au public. Décrivez-nous un petit peu le jeu, les nouveautés, ce qu'on peut trouver. Alors c'est un jeu qui est en développement depuis plus de 4 ans, qui a été développé par à peu près 1000 personnes dans 10 studios dans le monde différents et principalement à Montréal. Et c'est un jeu qui met en avant en fait 2 héros. Arnaud, ce personnage, qui est un Français, qui vit sous la Révolution française et qui va tomber amoureux d'une templière qui s'appelle Élise. Donc voilà, l'histoire de France toujours et encore. Et pourquoi ce thème de la Révolution française j'ai envie de dire, l'histoire est notre terrain de jeu avec Assassin. Et donc toutes les époques sont potentiellement jouables. Alors on peut très bien se retrouver à la Renaissance, à Florence, à Venise, à Istanbul, pendant la Révolution américaine. Ça y est, c'est le tour de la Révolution française. Et donc il n'y a pas de raison particulière à ça. Et concernant le gameplay, quelles sont les nouveautés pour le joueur? Alors c'est un tout nouveau moteur dans Assassin's Creed cette année. Donc c'est très différent de l'année dernière. Même si on retrouve bien sûr tout ce qui a fait le succès de la série. Et donc cette année, en fait, c'est un nouveau moteur. Donc c'est uniquement sur les consoles de nouvelle génération. Et ça change beaucoup de choses. Parce que pour la première fois, les bâtiments, les monuments vont être à l'échelle 1 pour 1. C'est-à-dire que c'est la taille réelle des bâtiments. Ce qui n'était pas le cas dans tous les Assassins précédents. Et ça, c'est possible uniquement sur la Xbox One, sur la PlayStation 4. Oui, avec un gros moteur graphique qui va avec. Donc, tout ce qui est gameplay d'escalade, de circulation sur les toits, etc., c'est encore plus impressionnant qu'avant. Très bien, merci. Ce matin, je n'étais qu'une larme. Une simple larme qui s'est changée en torrent. Ce torrent a fait naître l'espoir
Un espoir capable de tout submerger. Un véritable raz-de-marée. Et si quelqu'un s'oppose à cette vague, ce soir, ce sera notre révolution. Nous sommes de retour sur le stand des jeux Made in France avec deux créateurs. Présentez-vous. Alors bonjour, je m'appelle Eutman Meradi, je suis le directeur créatif de la société Agoulou. Et je laisse présenter mon associé. Oui, Romain Lenoir, je travaille aussi pour la société Agoulou. Je m'occupe de la partie monétisation du jeu, donc business model du jeu Soccer Dash. D'accord, donc Soccer Dash, ce nouveau jeu qui va sortir début 2015 sur tablette, smartphone et autres. Donc présentez-nous ça. Alors Soccer Dash, donc c'est notre premier jeu. Nous sommes un jeune studio indépendant. Et c'est un runner, un endless runner, mais qui essaye d'innover parce qu'il y a pas mal de runners qui sont sortis. Et nous, notre but, c'est de faire un runner où on peut aussi interagir avec le décor, c'est-à-dire qu'on pourra sauter, se baisser, faire des tacles, mais en plus de ça, tirer vers le haut ou vers l'avant pour récupérer des bonus, des pièces, shooter des ennemis. Et donc ça, c'est la première partie du jeu. Et ensuite, avec Tony, le héros, qui est assez orgueilleux et qui veut montrer que c'est lui le meilleur joueur du monde, après une certaine distance parcourue, on arrive dans le stade, et là, ça se transforme en un jeu de QTE, donc c'est du Quick Time Event. C'est un petit peu comme dans God of War, où vous devez rentrer les bonnes touches au bon moment, et il y a des scènes cinématiques en dessin animé. Et donc on expose à la Paris Games Week la version alpha du jeu, et qui sortira début janvier, comme vous avez dit, sur iOS et Android. Très bien. Et donc en fait, comme vous dites, ça se démarque d'un simple jeu de runner comme on a pu voir par le passé. Vous intégrez vraiment une vraie nouveauté avec cette entrée dans le stade. Alors, avant même l'entrée dans le stade, la nouveauté, c'est vraiment la gestion du ballon. C'est-à-dire qu'il y a des bonus très puissants qui seront atteignables uniquement avec le ballon. Donc, il va falloir choisir le bon shoot au bon moment pour pouvoir avoir un maximum de points et espérer aller encore plus loin dans le run. Et en plus de ça, il y a aussi des gameplays alternatifs. On peut choper un oiseau, sauter dessus pour aller dans les airs. On peut aussi détruire une bouche d'égout avec le ballon de feu pour passer sous les égouts et en remporter encore plus de points. Donc voilà, on voulait vraiment un runner qui sorte un petit peu de ce qu'on voit et qui permette aux joueurs de prendre du plaisir assez vite, mais aussi qui offre un gameplay assez profond et une progression assez longue. Voilà. Autre créateur français prometteur, la société Kobojo, qui a déjà fait ses preuves avec le jeu Mutant. Fort de 12 millions de joueurs à travers le monde, créez votre mutant idéal et allez combattre. Get back in the ring and fight! Le dernier Zodiac nous est présenté par le développeur en personne, Jean-Baptiste Fleury. La chose intéressante sur ce jeu, c'est que c'est un RPG en fait. Donc Kobojo a décidé de se diriger de plus en plus vers des jeux plutôt mid-core, plutôt engageants. Et nous avons beaucoup de fans et de spécialistes de RPG à l'intérieur de la société. Et on a fait le constat qu'aujourd'hui, sur tablette et sur mobile, il n'existe pas de vrai RPG en fait. Donc il n'existe pas d'équivalent de Final Fantasy en fait sur RPG. Et nous avons décidé de faire un RPG qui serait exactement ça, Final Fantasy sur console ou sur tablette. Donc on a commencé à développer ce jeu. Et pour la petite histoire, nous avons des fans de la série de Final Fantasy chez nous. Et quand Hitoshi Sakimoto est venu faire un concert à Paris, Sakimoto c'est un des compositeurs de la musique des Final Fantasy. Et nous sommes allés voir son concert. Et à la fin du concert, on lui a dit « Est-ce que vous aimeriez participer à la musique de notre jeu ?» Nous lui avons présenté le jeu. Il a trouvé ça très intéressant. Il a dit « Mais oui, j'aime beaucoup ce que vous faites et je ferai la musique pour vous. » Et on a commencé à travailler avec lui, il nous a fait des bouts de musique qu'on a trouvé particulièrement passionnants, on s'est rendu compte que la collaboration était très très intéressante, et il nous a dit après, mais pourquoi vous venez pas au Japon me rendre visite et je vous présenterai mes amis. Alors on est parti au Japon et ses amis évidemment ce sont des gens qui ont travaillé sur la saga des Final Fantasy et un petit peu, je dirais, plein de développeurs qui se connaissent un peu tout au Japon, et qui ont beaucoup travaillé sur les JRPG. Et nous sommes allés là-bas, nous avons rencontré d'autres personnes de la série des Final Fantasy. Il y en a certains, je n'ai pas le droit de nommer pour l'instant, mais nous travaillons aussi maintenant avec Nojima, qui est la personne qui a écrit la majorité des histoires et des scénarios de la saga des Final Fantasy. Et il travaille avec nous pour nous faire l'histoire de Zodiac. Donc le mélange de notre savoir-faire en termes de jeux mobiles, plus
je dirais, la touch japonaise qui est un peu les dieux qui ont créé le JRPG, nous donne un mélange. On est très très confiant, on est très ambitieux, on reste très humble bien sûr, hein, mais on a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de ce jeu et on est sûr que ça va vraiment pouvoir s'imposer comme le RPG sur tablette et sur mobile. Très bien, je vous remercie. Alors, lors de cette Paris Game Week, on trouve de tout, des nouveautés, des jeux, du rétro gaming, du jeu français, des versions bêta, des exclusivités, tout ce que vous voulez. Mais au milieu de tout ça, que trouve-t-on? Une bibliothèque, si modeste soit-elle, mais une bibliothèque quand même, avec quelques petites bricoles, des bandes dessinées, des bouquins. Vous voyez, il y a quand même quelques clients. Ça reste quand même une petite curiosité au milieu de cette montagne d'images, d'effets spéciaux, d'écrans. On retrouve un peu de papier et un peu d'écriture et ça fait du bien. Nous avons trouvé quelques clients de la librairie qui sont là pour observer quoi au juste? Des livres sur le jeu vidéo. Ouais. Sur tous les jeux vidéo qui sont présentés un petit peu ici. Ouais. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Plutôt les nouveaux, plutôt les anciens? Pour ma part, c'est les anciens. Ouais. Puis pour toi, c'est quoi? Les anciens aussi. Ouais, les anciens. Et vous? Moi aussi. Ah ouais, les anciens. Donc il y a une vraie envie du rétro gaming en fait. Ah oui, ça va. Et c'est quoi dans les anciens qui vous plaît par exemple? Bah la Game Boy, les Nintendo 64, comment les graphismes ont été faits avant, comment ils ont été créés, comment ils ont été pensés, tout ça. Et donc en fait ce qui vous intéresse c'est plus de voir un peu comment en fait toute cette success story s'est fait là-dedans. C'est plutôt ça qui vous intéresse? Voilà, c'est ça. Voilà. Bah là-bas on a quelques livres sur, sur l'histoire du jeu vidéo en général, et c'est tout. Puis ici c'est un petit peu toutes les esquisses qui ont été faites pour faire ce jeu vidéo là. Ok, super, merci. Bonjour, alors c'est la première fois que vous venez pour la Paris Games Week? Non, pour ma part c'est la 3e fois. J'étais venu les 2 années précédentes. Non, moi c'est la 2e fois. D'accord. Et cette année, quelles sont les nouveautés qui vous ont vraiment fait vibrer dans le salon? J'ai beaucoup aimé le stand Xbox et le stand PlayStation parce que je pense que ces deux marques-là vraiment se détachent par rapport aux deux. C'est les 2 plus gros stands du salon et ils valent leur titre en fait. C'est très bien. Et au niveau de la découverte des jeux, vous avez eu des satisfactions? Ah oui, j'étais très satisfait. Surtout Oculus, un nouveau système de jeu, une caméra tu mets dans tes yeux, c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment une nouvelle innovation. Et qu'est-ce que selon vous il pourrait manquer à ce salon, un truc en plus qui pourrait être sympa? Je trouve qu'il manque un peu d'animation parce que je pense qu'il y a des endroits du salon qui ne sont pas assez bien exploités. On voit beaucoup d'espace libre par rapport aux années précédentes, mais ça reste quand même un très bon salon du jeu vidéo. Ok. Moi, pour moi, par exemple des simulateurs, ce serait bien, il n'y en a pas trop. Ça je trouve c'est trop bien. Ok, super, merci beaucoup. Alors bon, est-ce que c'est votre première fois à la Paris Games Week? Oui. Et alors, ça vous plaît? Ouais, ça va. Ouais. J'essaye de trouver un petit peu les jeux, mais bon, ça peut aller. Il y a du monde. Ouais, beaucoup de monde, ouais. Alors qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez vu de sympa cette année? Les personnages qui tournent. Il y a ceux de Call of Duty avec les trucs de zombies. Et il y a ceux qui se déguisent de partout en fait. C'est bien fait, ça fait peur en plus. Alors, Ouais, donc il y a une bonne ambiance. Moi, ce qui m'a plu, c'est la PS4. Parce qu'il y a des jeux dessus qui me plaisent et c'est bien. Et t'as pas encore la PS4? Non. Bon bah voilà, on sait ce que tu voudras pour Noël, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est votre première à la Paris Games Week? Non, c'était pas ma première. D'accord. La combienième à peu près? J'irai depuis le début. J'ai peut-être pas fait la première, mais je suis arrivée dès la 2e Paris Games Week, donc j'en fais pas mal depuis. Donc cette année, qu'est-ce qui vous a plu? Alors, les premières années, c'était intéressant parce que c'était la première fois que je découvrais le salon du jeu vidéo à Paris. Les années suivantes, à force de voir les autres salons qui commençaient à arriver, enfin même les salons qui sont là depuis longtemps, genre le 3, la Gamescom qui arrive, j'ai en fait juste l'impression que c'est très bien, en tout cas pour ceux qui ont envie de découvrir les jeux comme The Order, qui est quand même une grosse annonce qui va pas sortir encore de sitôt, où on peut la tester. Il y a, je trouve, très peu d'exclus pour nous, puisqu'on a déjà tout découvert à la Gamescom, à l'E3, le TGS, oui, le Tokyo Game Show. Donc au final, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être pas faire un vrai salon de jeux vidéo et pas une foire, en fait. Et concernant le jeu vidéo français, vous en pensez quoi? Je pense qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui sont pas mal, mais on en a 2, on va dire, de très grosses qu'on connaît aujourd'hui, qui est Quantic Dream et Ubisoft.
Les petites boîtes indépendantes, on les entend très très peu. Ou il y a aussi ici, il y a quand même quelques boîtes à Lyon que j'oublie qui sont encore là. Le jeu indépendant, il n'est pas encore assez connu, je dirais. Même si c'est plus les gamers PC qui le connaissent aujourd'hui. Mais sinon, ce serait bien peut-être de faire une place pour eux en plus, comme ils font à l'E3. À l'E3, il y a tout un coin où il y a pas mal de jeux indépendants qui sont mis en avant. Il y a la Game Connection qui est à côté où on fait pas assez de pub, je trouve. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de travail encore, je pense, pour la côté créativité. Tout ce qui est game et level designer, il y a très peu d'embauches en ce moment. Les développeurs, les créateurs 3D, on va dire, tous les modeurs 3D ont du boulot encore aujourd'hui. Mais on forme beaucoup trop de jeunes aujourd'hui dans le domaine, on va dire, créatif, pour pas assez d'emplois en France. On est obligé de partir à l'étranger. C'est juste le bémol que je dirais en France. Sinon, je trouve que c'est sympa pour les gens qui peuvent pas aller se déplacer dans les grands salons, d'avoir le salon de la Paris Games Week. Mais il n'y a pas assez d'exclus, je trouve, pour nous, des fois. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Alors, PlayStation a tout prévu pour les casseroles qui ont envie de s'éclater au Paris Games Week avec cette cabine de douche qui a été aménagée pour jouer au jeu SingStar. Donc, je vais faire un duel contre monsieur qui s'appelle Étienne. Donc, contre Étienne, on va faire un duel sur la chanson de Pharrell Williams, Happy. Et je vais lancer ça dès maintenant. Voilà. Merci. Que dire, que dire. Bon, bah, j'ai perdu contre Étienne. Étienne a été meilleur que moi. Vos réactions, Étienne? Bien joué quand même. Oh, il est gentil, Étienne. Il veut pas m'enfoncer plus que ça. Je me suis ridiculisé comme il faut.